Laurence, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé pour C8, ce qui se passe pour C8? Eh ben, la décision qui a été arbitraire, on le dit tous, l'Arcom ne sert vraiment à rien. Elle coûte cher, elle a été trop politisée, elle m'a rendu folle. En plus, ils sont représentés, j'ai lu, avant de venir là dans la voiture, j'ai lu qu'ils sont représentés à l'international. L'Arcom, on les écoute. Il devait défendre l'audiovisuel, tout ce qui se passait, mais c'est à la limite, c'est même pas eux. À mon goût, c'est plutôt Emmanuel Macron qui a donné, qui a probablement influencé cette décision. Et même à eux, je leur en veux même pas parce que si on les arrêtait, on enlèverait encore du travail à des gens. Et on se mordrait la queue, donc en définitive, non, moi je suis outrée. Je vais faire le travail à votre place, Fabien Lecoeur, puisque j'ai vraiment une grosse personnalité qui vient de réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez dit, on n'a pas beaucoup, mais il y en a une qui vient de réagir. Je vous dirai de qui il s'agit ensuite. Soutien total à C8 et à Cyril Hanouna, victime d'une décision injuste et arbitraire. La première chaîne de la TNT, ses employés, les téléspectateurs et la pluralité méritent mieux que cette censure déguisée. C'est Michael Youn. Michael Youn, que j'aime, vous le savez, c'est vraiment un mec exceptionnel. Vraiment, lui, et je l'ai toujours dit, c'est un type, voilà, c'est... Françoise Laborde, ex-Arcom, donc CSA, et éminente journaliste, qui a fait une tribune dans le Figaro, il y a de ça une semaine, sur la liberté d'expression, qui est avec nous, je suis très heureux de la voir, et c'est important. Elle avait dit un truc, Françoise Laborde, merci d'être là, Françoise, et je voudrais revenir... Merci à vous. Merci. Sur quelque chose que vous m'avez dit la semaine dernière à la radio, c'était sur Europe 1. Vous m'avez dit, François, vous avez dit deux choses. Vous avez dit que Valérie Benaïm avait le cœur pur parce qu'elle y croyait encore, alors que moi, je vous avais dit que je n'y croyais pas du tout et on était assez d'accord, Françoise. Et ça, déjà, c'était une première chose. Et deux, vous avez dit, un haut fonctionnaire ne déjuge jamais un autre haut fonctionnaire. Et moi, je voudrais dire par rapport à cette décision du Conseil d'État que plusieurs choses. D'abord, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est quand même le signe d'un mépris du public extraordinaire. C8 est une chaîne qui fait énormément d'audience, donc on enlève une chaîne qui fait de l'audience. L'Arcom a choisi deux autres chaînes qui ne seront pas prêtes à temps, on le sait déjà. Exactement. Donc il y aura une antenne noire jusqu'en juin ou septembre, on ne sait pas bien. Et puis la troisième chose que je voudrais souligner, c'est que la TNT, à l'origine, c'est un projet formidable qui permet à tous les Français d'avoir une 27 chaînes de télévision gratuites, où qu'ils soient en France, avec simplement une antenne râteau, sans avoir à payer des fournisseurs d'accès à Internet. C'est donc un outil populaire qui permettait à chacun d'avoir toutes les chaînes, une diversité, une offre extraordinaire. Et là, l'Arcom est en train de tuer cette idée, et le Conseil d'État a confirmé cette décision de tuer cette idée, qui était une idée d'accès universaliste et gratuit à la télévision, qui est le premier outil de culture populaire. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que au fin fond de la Corrèze, on regarde la télévision. On va pas au cinéma tous les jours. On n'a pas des spectacles de théâtre tous les jours. Et c'est à ces Français-là qu'on dit, eh ben, mes chéris, vous êtes mignons, ça vous intéressait C8? Ben, c'est bête. Il y a quelques types qui n'ont pas la télévision et qui ne regardent pas la télévision et qui méprisent la télévision, qui ont décidé que c'était pas pour vous. Et donc, eh ben, d'un claquement de doigts, on la supprime. Ça n'est jamais arrivé. C'est une honte. Ça me met dans une colère noire. Je pense à vous, je pense à toute l'équipe de TPMP, je pense à Jordan que j'ai vu tout à l'heure, je pense à Philippe Labro, je pense à mon vieux compagnon William Lémergie d'un temps passé, je pense à toutes les équipes, je pense aussi à Énergie 12, vous avez cité tout à l'heure, qui sont des victimes collatérales, si je puis dire de ça, et il y a quelques arbitres du bon goût et des élégances qui disent eh ben non, t'es pas de ma bande. Vous savez, c'est comme dans la chanson de Renaud, casse-toi tu putes, t'es pas de ma bande. Mais c'est contraire à tout esprit démocratique. Donc je crois que oui, vous allez gagner devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que si vous faites un recours, je pense que la Cour européenne des droits de l'homme vous donnera raison au nom de la diversité et de la liberté d'expression. Et là, ça ne change rien parce que de toute façon, la chaîne va fermer. Moi, ce que je remarque, c'est que Roch-Olivier Mestre, le patron sortant de l'Arcom, se serait élevé
en prenant une décision courageuse pour une fois dans sa vie. Parce que je voudrais dire à Roch-Olivier Maistre, voilà, votre carrière, elle est plutôt derrière vous que devant. Et franchement, ça aurait été assez élégant, à un moment donné, de ne pas vous comporter comme un laquais et de dire à un moment donné, eh bien, C8 a le droit d'exister, comme Énergie 12 a le droit d'exister. Voilà. C'est le coup de cœur de Jean-Michel Maire. Aujourd'hui, il vient comme coup de cœur de Jean-Michel Maire. Mais avant tout, Éric Ciotti, parce que je viens de parler des audiences de C8, je voudrais vous remercier, Éric Ciotti, parce que pour votre courage. Et je ne rigole pas parce que vous avez été un des seuls à réagir sur les réseaux sociaux lorsque la décision concernant C8 a été annoncée. Alors il y a Marine Le Pen qui a réagi également, Éric Ciotti, il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts de deux mains maximum, parce que les autres ils se sont planqués. Voilà, ils sont très contents de venir, ils sont très contents de m'appeler, mais je tiens à dire, en tout cas, quoi qu'il arrive, merci Éric Ciotti. Voilà, je voulais vous le dire, donc, parce que c'est important, et c'est vrai que vous avez été un des premiers à tweeter. Non mais vraiment, voilà, je le dis, et à un moment, le courage aussi, c'est pas seulement m'appeler derrière et me dire on est avec toi, etc. Mais quand on publiquement, on dit ah non, moi, je sais pas trop, j'ai pas vu l'info. Je connais pas le voilà. Non mais c'est ça, mais c'est que la plupart des gens font ça. Donc voilà, il y a eu vous, il y a eu Marine Le Pen, il y a eu Jordan, voilà, il y avait Jordan Bardella, voilà, mais il y en a pas eu beaucoup. Voilà, donc merci à vous. Jean-Michel Maire, vous avez un coup de cœur pour Éric Ciotti. Bah oui, parce que Éric Ciotti veut, j'imagine, prendre un peu exemple sur Elon Musk qui maintenant est chargé par Donald Trump de couper grassement dans les dépenses de l'État aux États-Unis pour faire des économies entre 500 et 1 milliard de dollars, ce qui est énorme, en réduisant le nombre de fonctionnaires, le nombre d'agences, en diminuant les subventions, etc. Et je pense qu'il y a, j'imagine, plein de choses à faire comme ça en France. Vous avez le courage de le dire. D'habitude, on touche jamais aux fonctionnaires, aux dépenses, aux subventions. Qu'un homme politique ait le courage de dire que si il y a moyen de récupérer de l'argent plutôt que d'augmenter les impôts, de récupérer de l'argent en coupant dans les dépenses, je trouve que c'est courageux. Alors justement, Éric Ciotti, pour nos téléspectateurs, dites-nous, parce que vous allez lancer, des mesures assez ambitieuses. Racontez-nous. Oui, on a lancé ça hier soir pour mettre un terme à la gabegie de dépenses publiques. Notre pays est le pays qui dépense le plus d'argent public, donc l'argent de tous les concitoyens. Certains hommes politiques pensent que c'est leur argent, mais c'est l'argent des concitoyens. Et comme on dépense le plus, on est le pays où on paye le plus d'impôts au monde. Exactement. Chaque année, on gagne la Coupe du Monde des impôts et celle-là, on aimerait que peut-être d'autres la gagnent. Oui, c'est sûr. Mais on continue à la gagner et au final, on a ce pays où les entreprises payent le plus de charges, de cotisations sociales et en Europe où les salaires sont très en deçà de la moyenne. Donc on a un problème de pouvoir d'achat. Donc on s'attaque au début, on veut moins de dépenses publiques, moins de bureaucratie, moins de technocratie, moins de bidules, de machins, de comités, comme aurait dit le général de Gaulle, de comités théodules, comme l'ARCOM d'ailleurs. On veut supprimer l'ARCOM, ça me permet de faire un lien avec la décision scandaleuse qui a été prise contre toute logique, contre tout intérêt de démocratie, mais aussi contre tout intérêt économique. Je peux vous poser une question, Éric Ciotti. Vous me dites si vous répondez ou pas. Parce qu'on se posait la question il y a un instant avec les chroniqueurs. On se disait, une décision comme ça, est-ce que le président de l'ARCOM la prend seul ? Non. Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? C'est mon intuition. D'accord. Je n'ai pas d'élément, mais non, bien sûr, d'accord. Je pense que ça se prend un peu, sans doute, au-dessus. Ah oui ? Ouais. Françoise de Gois, bonjour Françoise. Bonjour Jean-Jacques. Je change totalement de sujet après l'immigration, après les rapports avec l'Algérie. Parlons de C8, la chaîne. Énergie 12 aussi va fermer demain. Les deux chaînes vont fermer demain. Fermer la diffusion sur la TNT, parce qu'elles pourraient très bien être diffusées par ailleurs, ces deux chaînes. Et elles ne sont pas interdites. Elles sont interdites de diffusion sur la TNT, ce qui n'est pas tout à fait pareil déjà. Bien, depuis des jours, les réactions politiques se multiplient et la chaîne devient un enjeu politique. Oui, Françoise de Gois. à droite et à l'extrême droite. Il faut lire le message posté hier par Marine Le Pen. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle accuse l'extrême gauche et le pouvoir, l'extrême gauche et le pouvoir, je la cite, d'avoir fomenté cette fermeture. Une décision, dit-elle, partiale et inique. Alors, derrière l'indignation de Marine Le Pen, il y a bien sûr
sûr une stratégie et un nouveau credo de la droite radicale et de l'extrême droite. Notre liberté d'expression est menacée par les gauchistes et les pouvoirs en place. Pourquoi je dis ça? Parce que J.D. Vance, le vice-président américain à Munich, lors de son discours, n'a pas dit autre chose, faisant la morale à cette Europe qui bâillonnerait le peuple. Lui, je le rappelle, dont l'administration vient de bannir tous les livres évoquant la diversité dans les 160 établissements scolaires des enfants de militaires, comme sont désormais interdits les mots genre, transgenre, LGBT dans les rapports des chercheurs du Centre national de la santé aux États-Unis. En gros, la liberté d'expression, Jean-Jacques, c'est la liberté de penser ce que je pense. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'en Italie, Giorgia Meloni, l'Italie qui a été gérée pendant 20 ans par Berlusconi, grande fan de Vance, attaque désormais en diffamation les journalistes qui critiquent le gouvernement, dont certains sont même placés sur écoute et menacés par la mafia. Liberté d'expression, on vous le disait. On va revenir sur la réaction d'Emmanuel Macron qui a réagi pour la première fois. C'était au salon de l'agriculture. Regardez. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas une décision politique du tout. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique. C'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre, ni du président, d'ouvrir ou de fermer une chaîne. D'ailleurs, on oublie de dire que ces chaînes, en fait, c'est l'occupation du domaine public. Donc c'est normal qu'il y ait une autorisation. Il y a un cahier des charges. Et la loi est appliquée par une autorité qui regarde si c'est le cas ou pas. Et elle le fait aussi sous le contrôle du juge, il y a un droit au recours. Moi, je suis dans mon rôle simplement à dire il faut que chacun soit dans son rôle et que personne ne déborde. Alors, ça, c'était la première partie, puis il a dit une deuxième partie, regardez. Là aussi, d'abord, de là où je suis, je ne peux pas commenter des décisions qui sont prises par une autorité administrative indépendante qui applique la loi. Il faut simplement s'assurer que ces décisions sont prises conformément à la loi et qu'elles sont ensuite faites sous le contrôle du juge, ce qui a été le cas de ces décisions qui ont fait l'objet de recours, et le juge les a confirmées. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une pensée pour les collaboratrices et collaborateurs qui sont impactés par ces décisions, et dont j'espère qu'ils pourront, dans le cadre des autorisations nouvelles qui ont été données sur le domaine hertzien, retrouver un avenir. Et que ce soit les vedettes, les gens qu'on ne voit pas forcément. Moi, je suis pour que les gens qui ont du talent puissent travailler. Alors bon, comme ils sont très nuls chez nous, Sacha Elbaz, bravo à lui, hein, je l'adore, mais c'est catastrophique. Les mecs, juste, il y avait déjà Emmanuel Macron dit n'importe quoi, excusez-moi, puisqu'il dit ils vont trouver, et ça a été repris d'ailleurs pour le nouveau président de l'Arcom, là, il y a un instant dans un truc, et Emmanuel Macron dit ils vont pouvoir retrouver du travail des 400 salariés dans les deux chaînes qui ont été données. Ils sont 4. Ils ont 4 euros. Ils ont 4 euros pour faire l'émission. Ils vont payer 400 personnes. Non mais sans rigoler. Non mais c'est se foutre du monde. Excusez-moi. C'est se foutre du monde de dire ça. Là, on redevient sérieux. 2 petites secondes parce qu'à un moment, faut arrêter de se foutre du monde. Juste, je voudrais qu'on revienne sur Patrick Cohen 2 secondes, parce que j'avais un autre extrait. Il a rappelé toutes les sanctions payées par C8. Il n'a pas compris que c'est l'Arcom qui met les sanctions. Et c'est l'Arcom après qui décide si la chaîne reste ou pas. Et il m'a carrément accusé de théorie du complot. Regardez, incroyable. Fréquence, C8 a subi 35 réprimandes, mise en garde, mise en demeure, sanctions pécuniaires. Soit 35 feux rouges franchis avec autant d'avertissements et autant de récidives avant que l'Arcom ne décide un retrait de permis. Hier soir, Cyril Hanouna a conclu son émission par une longue tirade complotiste qui accusait, si on a bien compris, le secrétaire général de l'Élysée, de mèche avec l'ancien président de l'Arcom, d'avoir monté un dossier contre lui et son émission dans le dos d'Emmanuel Macron. Voilà qui résume assez bien ce que l'animateur n'a pas voulu voir et que les dirigeants du groupe Canal n'ont pas su lui faire comprendre. Ce n'est pas la liberté d'expression qui est bridée par l'arrêt de sa chaîne, c'est celle de propager n'importe quoi. Mais entre lui et moi, celui qui propage n'importe quoi, pour moi, c'est lui. Problème. Alors Patrick Cohen, où il est très naïf, et c'est où, franchement, il est aveuglé par ses idées, Patrick Cohen. Patrick Cohen, rappelez-vous, l'affaire Crépol. Il avait consacré son édito à cette tragique affaire, sauf que selon lui, cette affaire relevait de la mécanique de la haine et du mensonge. C'était pas... voilà, donc Patrick Cohen, vous savez, il y a mon ami Pascal Praud qui a cette phrase qui dit à chaque fois, mine de rien, ils n'ont plus, en fait, c'est plus eux qui racontent l'histoire. Ils ne sont plus seuls à raconter l'histoire. Et c'est vrai que maintenant, nous aussi, on parle aux Français et on leur raconte l'histoire sur tel ou tel fait. Et forcément, aujourd'hui, ça les dérange. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un son de cloche. Le son de cloche de ces gens qui... Mais eux, ils se sont trompés pendant des années. Parce que ces mecs-là, ils se sont toujours trompés. On le sait, ils sont dans le système depuis des années. Ils voient bien que le système ne marche pas. On voit bien l'état de la France aujourd'hui. Mais ils continuent à dire
que c'est nous qui sommes des fous et que nous sommes, nous, à côté de la plaque. Mais eux, ça fait des années qu'ils se plantent, mais ils sont contents, ils continuent, ils vont dans le mur, mais ils continuent à accélérer. Ils disent, non, mais il y a le mur, mais vas-y, continue, accélère, c'est bien, parce qu'on est dans le vrai. Tout le monde va dans le mur, donc il faut qu'on y aille nous aussi. Mais c'est absolument incroyable, ces gens-là. Ils se remettent jamais en question. Il faut vraiment que Patrick Cohen se remette en question, parce que si on écoutait encore les Patrick Cohen, les Jean-Michel Apathy, tous ces gens-là, tous ces gens qui nous envoient dans le mur, mais les mecs, là, il y a urgence en France. Hein. Ces gens-là font beaucoup de mal, je vous le dis. Ils font énormément de mal à notre pays. Ils font énormément de mal à la France. Et ils sont persuadés d'avoir raison. Et ces gens-là, aujourd'hui, représentent une minorité. C'est une minorité qui essaie d'éteindre une majorité. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'ils ont le monopole. Ça fait des années que c'est eux qui décident de tout et qui décident de ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser sur telle affaire ou telle autre affaire. Je vous le dis, c'est comme ces gens-là qui, la dernière fois, qui nous ont reproché d'avoir dit que c'était un OQTF sur l'affaire Philippines. Il fallait juste dire, il fallait pas signaler que c'était un OQTF. Non mais, un moment, je leur dis gentiment, remettez-vous en question.